Mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue au tribunal de l'actualité. Vous le savez, c'est un rendez-vous où sont donc jugés les faits majeurs de l'actualité entre approbation et condamnation, confirmation, vérité, dénégation, parce que nous avons pour vœu de ne jamais rien condamner sans jugement préalable. Merci encore une fois de votre fidélité à ce programme qui se passe en direct à 8h sur Watt FM et également sur True TV et les versions rediffusées sur votre radio Watt FM, c'est 22h temps universel et sur True TV, 21h30, notez bien cela dans vos calépans. Nous commençons donc cette émission en partageant une réflexion du poète écrivain Victor Hugo qui dit ceci: la populace ne peut faire que des émeutes. Pour faire une révolution, il faut le peuple, le vrai peuple. Bonne méditation en cette journée du 2 décembre 2020 et bienvenue à cette troisième convocation de la semaine du tribunal de l'actualité. Loukman Sanfo est mon nom et je préside donc cette instance de jugement de l'actualité avec la complicité des deux juges au siège. Geoffroy Vaha, bonjour. Ben Abougma, bonjour. Bonjour Président, bonjour juge Vaha, bonjour Madame, Messieurs. Bonjour juge Bougma, bonjour Président, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Merci à tous les deux d'être là pour analyser encore une fois l'actualité à travers vos statuts de juge au siège et merci également à l'équipe de réalisation. Alors, puisque hier nous tentions une analyse des données électorales du double scrutin du 22 novembre passé au Burkina Faso, ce matin encore, on va poursuivre l'exercice, cette fois-ci en mettant l'accent sur les jeux et enjeux face à la réalité des données de cette élection. Quel est le meilleur scénario pour une gouvernance plus efficace de ce dernier quinquennat du président Roch-Marc Christian Kaboré? Quelle opposition pour l'équilibre du jeu démocratique au Burkina Faso? Ça va être la principale préoccupation du jour de cette émission, le tribunal de l'actualité. Et si le temps nous permet, on pourra parler aussi de ce phénomène des gaz butane comme source d'énergie au Burkina Faso, avec les risques que cela comporte. Vous le savez, le vendredi 27 novembre dernier, donc un car de transport en commun avec une vingtaine de passagers à son bord a pris feu suite à l'explosion de bouteilles de gaz occasionnant 5 décès et de nombreux blessés. Et suite à cela, la police municipale donc de Bobo-Dioulasso a mené dans la matinée d'hier, 1er décembre 2020, une opération inopinée de contrôle des taxis de gaz. Et c'est une centaine de taxis qui ont donc été mis en fourrière donc, à cet effet. On va y porter un jugement si le temps nous le permet dans cette émission, le tribunal de l'actualité. Tout de suite, les avant-propos des juges au siège. Merci encore une fois de votre fidélité au programme du tribunal de l'actualité. Qui prend la parole en premier? Ben Abougma. Merci Président. Mon avant-propos va concerner la campagne qui vient de s'achever. Le Trésor public engrange 250 millions de francs CFA parce que bon, si vous n'atteignez pas la barre de 10%, vous ne serez pas remboursé. Donc sur les 13, il y a 3 qui ont pu franchir cette barre, donc qui vont recevoir la caution, donc leurs 25 millions. Le reste, c'est pour le Trésor public. Donc ça fait 250 millions de francs CFA cash. C'est très bien. Je pense que si on avait élargi cela à certaines taxes, comme les taxes bâties et non bâties, parce que quand quelqu'un dit qu'il a un immeuble de 20 millions ou moins que ça, d'abord le contrôleur général n'a pas les moyens pour pouvoir faire l'expertise et savoir que c'est cela. Bon, mais s'il y avait des taxes sur ces éléments-là, je pense qu'on allait avoir encore une enveloppe encore plus étoffée. Je dis que quand vous voulez vous marier, on vous dit de faire la preuve de votre résidence. Quelqu'un veut être élu, on lui demande pas de faire la preuve de la résidence. Même en entreprise, il y a des papiers qu'on vous demande, alors que bon, pour quelqu'un qui veut diriger le Burkina, qui a des entreprises, qui a beaucoup d'investissements, bon, il y a un minimum qui devrait pouvoir également montrer en termes de contribution au niveau du Trésor. Parce qu'après, il dit que si l'élu va mobiliser les ressources, c'est aussi sur la base des impôts, c'est sur la base de la collecte de certaines taxes. Donc, je pense qu'on gagnerait effectivement en y allant. Et de mon point de vue, on pouvait faire mieux s'il y avait ces autotaxes-là. L'enveloppe allait être encore plus grosse. Donc, c'est déjà bien, mais je pense que pour les prochaines... Mais vous avez oublié certainement la redevance au niveau du BBDA. Il y a aussi la redevance au niveau du BBDA. Le point n'a pas encore totalement
totalement été fait parce que là aussi c'est en fonction de la taille du candidat, mais en fonction des artistes qui sont programmés. Donc ça peut aller jusqu'à 5 millions, il y en a c'est 3 millions, d'autres c'est à partir de 100 000 jusqu'à 1 million, si je ne me trompe pas, des fourchettes qui ont été effectivement élaborées par le BPDA. Là aussi il faudra faire le point pour savoir en définitive combien on peut payer combien. Donc là aussi on pourra en savoir davantage d'ici là. Donc j'ai dit c'est une occasion également pour le Trésor public d'avoir de l'argent. Donc on peut aussi élargir cette assiette là au fur et à mesure qu'on évolue. Donc parce que vous avez combien? Beaucoup de candidats qui voulaient être députés. Le nombre de partis déjà ça fait 126. Donc et en même temps il y a ceux qui voulaient être présidents, ils sont 13. Donc c'est beaucoup d'argent de mon point de vue. Donc parce que les financements des campagnes, il faut qu'on travaille là-dessus. Voyez-vous, c'est vrai qu'en France, sur la campagne de 2007, Ziad Takedine, qui était le principal accusateur de Sarkozy, a battu en retraite, parce que dans le mois de novembre, qui vient de s'achever, il dit non, il n'y a pas eu de financement. Lui, il a dit des choses que le juge voulait entendre. Il s'est dédié. Non, il s'est dédié, mais Sarkozy a eu de sérieux ennuis dans cette affaire-là. Donc, il faut demander aussi de la transparence. Ça passe aussi par d'autres mécanismes pour avoir de l'argent à cette occasion-là. Donc, c'est déjà un bon point. Bon, je tiens à souligner qu'on a eu 250 millions, mais on pouvait avoir mieux. Et on a dépensé des milliards, il ne faut pas quand même oublier. Voilà. Geoffroy Vara, qu'est-ce que vous avez à nous partager ce matin? Un guise d'avant-propos. Oui, merci Président. Mon avant-propos va concerner la Guinée, avec Macron qui en définitive a adressé ses vœux de plein succès au président guinéen Condé après sa réélection. Il faut dire que ça vient quand même un peu... ça fait attendre, ça il faut le dire de façon très claire. Et puis je m'en vais vous lire quelques passages, parce que quand on écoute Macron dans sa formulation, on sent un peu toute la gêne. Il dit à la suite de la confirmation par le Conseil constitutionnel de votre réélection à la présidence de la République de Guinée, je tiens à vous transmettre ainsi qu'au peuple guinéen mes vœux de succès. Il ne félicite pas en fait directement le président pour sa réélection, comme on connaît ses formules habituelles. Mais cette fois-ci, c'est au peuple guinéen et à son président qu'il souhaite plein succès. C'est une façon d'enrober la chose. Mais n'oublions pas aussi que Macron, c'est celui aussi qui avait dit à un moment donné, le président Condé a une carrière d'opposant qui aurait justifié qu'il organise de lui-même une bonne alternance, et d'évidence, il a organisé un référendum et un changement de la Constitution uniquement pour pouvoir garder le pouvoir. C'est pour ça que je ne lui ai pas encore adresser de lettres de félicitations. Ça, c'était les propos de Macron à un moment donné, ce qui avait apporté de l'eau au moulin de l'opposition. C'est lui d'Alain Diallo qui d'ailleurs avait réagi à cela pour dire que même la France sait très bien les manœuvres de Condé. Donc il y avait ces frictions-là et ce foie, on dira comme ça, depuis. Mais on va dire que c'est un président français qui retombe dans la réelle politique. Il y a la question des intérêts, il faut continuer de composer, parce qu'il le dit même à un moment donné, qu'ils resteront toujours aux côtés de la Guinée, parce qu'ils ont un destin partagé. Bon, c'est des formulations encore qu'on trouve. En fait, ce qui est derrière, c'est le jeu des intérêts. Il faut reprendre à discuter d'autres choses. Et puis, il faut accepter que ce soit Condé qui soit là. Et donc, si on doit parler de nos affaires, ça sera avec Condé autant. Lui souhaiter plein succès maintenant, et puis passer à autre chose. C'est la volte-face, diraient certains, mais c'est ce que Macron a posé. C'était le 30, parce qu'on avait déjà discuté de ça ici, concernant la question des félicitations. Il y avait celle à l'endroit de Alassane Ouattara. On se disait, mais pourquoi est-ce que pour ce qui est du président guinéen, ça tardait toujours? Bon, enfin, Macron l'a fait. D'accord, merci à vous d'avoir ce regard donc sur cette actualité de l'élection, la situation politique donc en Guinée, avec ces félicitations du président Macron au peuple guinéen, comme vous l'avez bien souligné. Merci à Bena Bougma également, et merci à tous ceux qui suivent également cette émission. On va maintenant donner suite à notre dynamique d'analyse des données électorales du double scrutin au niveau du Burkina Faso. Hier, nous tentions en tout cas une explication, une analyse de la nouvelle configuration politique. Aujourd'hui, il y a les jeux et les enjeux donc à analyser également, parce qu'on parle d'alliance à nouer. Quel pourrait être le meilleur scénario pour une gouvernance plus efficace pour ce dernier quinquennat du président Roch-Marc Christian Kaboré. Et également, puisque nous sommes en démocratie, il faut un pouvoir qui gère les affaires, il faut aussi
aussi une opposition. Donc quel type d'opposition faut-il pour l'équilibre donc du jeu démocratique? On va tenter donc cette explication à cette émission du jour, le tribunal de l'actualité. Bernard, c'est vrai que le président Roch Kaboré a gagné les élections et le balai des félicitations se poursuit. Il y en a même qui ont carrément écrit à l'instar donc de l'ADF-EDA. Je ne sais pas si vous avez vu circuler en tout cas la note de Maître Gilbert Noël Ouedraogo pour féliciter non seulement de vive voix mais de façon écrite le président élu. Alors que pensez-vous pour commencer de ceux qui se réservent donc d'avoir ce type d'attitude avant l'avis du Conseil constitutionnel qui a le dernier mot en termes de validation des élections? Bon, deux lectures. La première lecture, c'est la carte de la prudence. La deuxième lecture, c'est compte tenu de ce qui s'est passé entre les opposants burkinabés. Donc, il y en a qui ont trouvé le moyen de mettre de la forme pour ne pas se sentir ridicule après tout ce qui s'est passé. Donc, ils attendent la validation du Conseil constitutionnel. Alors que d'ailleurs, de l'extérieur, des gens ont félicité le président Roch Marc Christian Kaboré sans attendre même le Conseil constitutionnel. Celui du Niger l'a fait et d'autres présidents l'ont fait. J'ai dit bien, même le Nigeria, Buhari. J'ai vu également les félicitations de Buhari qui a été adressées par un de son bureau. Donc, ça veut dire que il y en a qui n'ont même pas attendu le Conseil constitutionnel. Maintenant, dans certains pays, c'est beaucoup attendre, mais c'est toujours la carte de la prudence, comme en Côte d'Ivoire. Macron a attendu le Conseil constitutionnel. Les instances sous-régionales que sont la CEDEAO, l'UMOA et autres, donc c'est pour se cacher derrière le Conseil constitutionnel. Mais ça, c'est parce qu'il y a des gênes, les gens sont gênés et tout et tout. Donc pour le cas de Burkina, certains vont attendre notamment le Conseil constitutionnel et juste pour pouvoir dire bon, on attendait le Conseil constitutionnel. Sinon, je ne crois pas que ça change grand-chose. Du moins d'ailleurs où il n'y a pas un recours qui a été déposé. Vous n'avez pas déposé de recours, vous l'avez fait savoir. Puis bon, donc, c'est pour mettre seulement de la forme, de mon point de vue, et compte tenu du fait de ce qui s'est passé. Mais puisque c'est le Conseil constitutionnel qui a le dernier mot, est-ce qu'il ne pourrait pas avoir des... je ne sais pas pour invalider l'élection, mais en tout cas, avoir un avis qui pourrait remettre tout cela en cause? Sauf coup de tonnerre, quoi. Voilà. Donc, d'abord, vous n'avez pas... Il n'y a pas eu de recours contre la candidature de Roch. Comme en 2015, Ablassé Ouedraogo qui avait déposé son recours contre la candidature de Roch. Il n'y en a pas eu. Ensuite, il est élu. Dès le premier tour, des gens ont félicité. 2015, le chef de file de l'opposition, en ce temps, il n'y avait plus de chef de file de l'opposition. Zéphiré Diabré, le candidat de l'UPC, n'a pas attendu les premières heures. Dès les premières heures, il est allé au QG féliciter Roch Marc Christian Kaboré et retourner parce que c'était à quelques heures d'ailleurs du couvre-feu. C'était la course contre la montre pour ne pas être rattrapé par le couvre-feu, surtout Ablassé Ouedraogo qui est parti après M. Diabré. Donc il fallait courir rapidement également pour pouvoir se mettre à l'abri, excusez-moi, avant le début du couvre-feu. Donc il y a ces réalités-là aussi qui sont là. Donc je ne crois pas que les résultats vont changer au niveau du Conseil constitutionnel, mais j'ai dit bien, il y a des gens qui veulent seulement mettre de la forme. Et je pense aussi que c'est bien de mettre la forme. Donc ça ne change pas grand-chose, mais c'est bon aussi de mettre la forme, ça permet de rester prudent. Mais je sais que si l'opposition avait parlé de façon unanime, dans la reconnaissance des résultats, sans dire qu'elle prend acte et qu'elle se réserve le droit de faire des recours, ce n'était pas évident qu'aujourd'hui, peut-être que tous les candidats signataires y étaient déjà allés pour féliciter le président Roch Marc Christian Kaboré. Maintenant, il faut regarder ceux qui sont allés. Il y en a qui ne sont pas partie prenante, de l'accord. Donc, l'accord politique de voilà, oui, donc ils ne sont pas liés par cet accord de au second tour, je te soutiens. Ou bien vous me soutenez. Donc, il y en a qui ne sont pas liés. Kamyeli n'est pas lié, DPS n'est pas lié, et Do Pascal Sessouma n'est pas lié, et choses comme on appelle le professeur Soma, il n'est pas lié par cet accord. Donc, bon, eux, ils sont libres. Mais pour des gens qui ont concocté un accord ensemble, qui sont sortis la veille des élections tapés sur la CENI, l'après-élection tapés encore sur la CENI, donc, l'on s'attendait aussi à ce que s'il veut avoir reconnaissance, que ce soit fait également de façon unanime. Moi, beaucoup de Burkinabés, y compris moi, on s'attendait à une telle situation. Mais en même temps, on s'est dit, ces hommes politiques sont toujours capables de se jouer des tours. Donc, on s'y attendait, mais avec de la prudence, effectivement, c'est ce qui s'est passé. Donc, ils se sont tendus les pièges, et puis bon, finalement, ils se sont joués ce tour-là. Donc, et d'autres ont été surpris
Parce qu'il y en a qui attendaient aussi du pied ferme pour le recours. Bon, après, comme ils ont déchanté, il faut sauver les meubles. On dit, bon, on va attendre la validation du Conseil constitutionnel. Je vois le directeur de campagne de M. Komboyego d'ailleurs, sur Topan, qui dit qu'il est écrit nulle part, qu'il faut se déplacer pour aller le féliciter et tout. Donc, ça va être après le Conseil constitutionnel. J'ai dit, le CDP veut mettre de la forme parce que, bon, les autres l'ont dévancé. Il faut trouver une façon de passer par le haut. D'un point de vue sûr, bon, ça ne change pas grand-chose. Geoffroy, quel est votre regard sur ce point précis? Bon, moi je pense que chacun trouve sa formule et trouve le moment pour aller féliciter le gagnant. Déjà, pour moi, c'est un geste fort que de dire, bon, on est allé à un combat, on est allé à une compétition, on a candidaté, on a tous cru en nos chances, mais il y a que le Burkinabé a fait son choix et que le choix c'est vous. Même si nous pensons que ces Burkinabés se sont trompés au regard de l'offre qui est la nôtre, mais c'est leur choix, nous le respectons, bravo. Et puis on espère bonne suite pour vous. Parce que n'oublions pas que celui qui est élu président, c'est lui qui va dérouler son programme pour les 5 prochaines années. Et ça sera pour le bien du Burkina. Ce qu'il faut souhaiter, c'est soit que ça se passe bien. Je crois que même quand on est perdu ou qu'on est gagné, le plus important c'est le Burkina. Je pense que fini la compétition, fini le moment des pics, fini le moment de la campagne, il faut passer à autre chose. Il y a un Burkina à construire. Et les Burkinabés dans leur majorité se sont dit, on vous met ça entre les mains. Donc il n'y a plus le temps de la bagarre, c'est passé. Pour moi, c'est comme ça que je vois les choses. C'est sûrement un fair play, mais est-ce que cela ne doit pas se faire dans le respect des textes en la matière, attendre en tant que bon républicain que le Conseil constitutionnel se prononce d'abord? Je veux dire, vous savez, il y a des combats de boxe où les deux lèvent les mains. Maintenant, c'est l'arbitre qui lève et puis on a un candidat provisoirement désigné vainqueur. Maintenant, il n'y a pas eu de recours. Donc ça veut dire que les autres acteurs, malgré qu'ils aient dénoncé un certain nombre d'éléments, se sont réservés le droit de ne pas aller plus loin. Donc, Bernard disait tout à l'heure, sauf coup de tonnerre, mais le problème c'est que le ciel n'est pas obscurci. D'où viendra ce coup de tonnerre? Il n'est pas du tout assombri, parce que ce qu'on voyait de nuages a été dissipé avec le temps. Donc du coup, tout le monde s'attend à ce que le plébiscite soit confirmé et puis qu'on avance. Maintenant, décider que je vais attendre que ce soit la décision du Conseil, donc ça veut dire que tout est acté avant de venir féliciter. Ça aussi c'est de votre droit. Pour moi l'essentiel, c'est que, pas forcément qu'on vienne féliciter, non, mais qu'on soit dans la démarche que il y a quelqu'un qui a été élu, il faut passer à autre chose. Il fut le temps des petites piques, il fut le temps de l'antagonisme, il fut le temps des contradictions, il fut le temps de « je suis meilleur que toi », mais il y a quelqu'un qui a été désigné du point de vue des Burkinabés comme étant le meilleur de ceux qui avaient eu à présenter les programmes. Le verdict est dit, le vin il est tiré, il faut le boire. Il y a donc la vérité des urnes avec ces données qui ont été partagées par la CENI. Alors, on sait que pour avoir la majorité à l'Assemblée, il faut tout au plus 64 députés. À ce jour, on sait que la majorité est obtenue avec les différentes alliances qu'on connaît naturellement. Mais est-ce qu'à l'heure actuelle, Bernard Bougma, le président Kaboré serait-il dans une équation difficile à constituer véritablement cette majorité-là présidentielle? Sinon, que se passerait-il? À y regarder, effectivement, ça semble être une telle situation où le président serait dans la difficulté compte tenu des soutiens qui sont venus de gauche à droite et un peu partout, qui serait dans l'embarras du choix pour contenter tout le monde. Mais je dis personnellement que c'est en même temps ce qui lui libère les coudées, de mon point de vue. Il peut avoir le coup de franche dans ce jeu-là. Si tant est que le soutien c'était que je sois élu, travailler à ce que les Burkinabés puissent être davantage épanouis, travailler pour un Burkina meilleur. On n'a pas véritablement besoin de se chiffonner pour des postes de récompense qui viendraient comme un partage d'un gâteau
On a contribué à acheter la farine, l'huile, la levure et tout ce qui va avec. À cultiver les champs d'ailleurs. Oui, donc à cultiver les champs, récolter, et puis il faut partager. Et donc, parce que je le dis, parce que tous ces messieurs disent aux législatives, chacun n'a qu'à se débrouiller. À la présidentielle, il faut voter Roch parce que c'est lui la solution, c'est lui qui peut. Donc, parmi ces lots-là, dans ce lot à récompenser, vous avez les partis politiques dûment constitués, qui sont des partis de la majorité, qui n'ont d'ailleurs présenté qu'un seul candidat, Roch Marc Christian Kaboré. Ensuite, vous avez ces organisations qui se sont regroupées autour de Roch Label du ministre Aruna Kaboré, qui est d'ailleurs dissous, donc le mouvement qui est dissous, qui est passé à autre chose, et donc qui a aussi contribué à sa façon à faire élire le président Roch Marc Christian Kaboré. Donc si vous enlevez ces entités-là, les partis politiques et ces organisations qui ne sont pas aussi les seuls, et donc comment est-ce qu'on récompense tous ces messieurs-là, même si c'est une personne par groupe? Même si c'est une personne par groupe, vous aurez un gouvernement de près de 70, même si vous voulez donner un ministère à chaque entité. Puisque d'abord, pour les partis politiques, je crois qu'ils sont à 65. Les partis politiques qui soutiennent la candidature de Roch Marc Christian Kaboré. Bon, ils sont très nombreux. Il y a d'abord le groupe de la PMP, après il y a le RPI qui est venu après. En plus que cela, on parle de 72. D'accord. Donc, si vous devez donner un ministre par gouvernement, par entité déjà, c'est un gouvernement pléthorique. S'il faut chercher maintenant dans les autres, comme on appelle ça, d'autres organisations comme les directions régionales, les ambassades, mais ça va être compliqué. Donc, je dis en même temps que cela peut constituer une pression pour le président. Cela aussi peut lui faciliter la tâche. Pour la simple raison que monsieur est à son deuxième et dernier mandat. Deuxièmement, il avait aussi réussi la prouesse de nommer des ministres qui fâchaient au MPP. Il a pu faire et il a pu tenir dans son premier mandat. L'on se rappelle des sorties d'Émile Paré, et donc qui dit que le président a nommé des universitaires, il a nommé des journalistes, ce ne sont pas des politiques qui ne font pas forcément la politique du MPP, et qui étaient fâchés. Parce qu'il dit que l'opposition dit que nous avons gagné des dirigeants, ils vont nous apprécier. Et nous, on ne pas appeler d'autres personnes comme si le MPP n'avait pas de cadre suffisamment outillés pour diriger un gouvernement. Il s'en était offusqué après plusieurs sorties médiatiques, soit dans des conférences de presse ou sur des plateaux d'émission. Là, il n'a pas caché, et ce n'était pas seulement la voix d'Émile Paré. Plusieurs activistes ont allumé, je dis bien, certains ministres qui ne sont pas issus des rangs du MPP. Comme c'est des opportunistes, c'est des usurpateurs, c'est des ceci. Et quand le nom de M. Alpha Bari, désormais cadre du MPP, avait été sorti comme probable Premier ministre en faveur de la démission, quand le Premier Paul Kabatieba a démissionné, mal lui en a pris. C'est comme si c'était un péché que votre nom sortait comme probable Premier ministre. Mais vous avez vu les tirs groupés des activistes du MPP sur la personne du ministre Alpha Bari. Il était traité comme un arriviste. Arriviste, opportuniste, je ne sais pas moi. Mais, parce qu'il y en a qui réclamaient, d'ailleurs, qui déposaient le ministère des Affaires étrangères, qui ont réclamé à Rémi de déposer le ministère de la Communication, au professeur Sidi de déposer le ministère de la Fonction publique, et Aruna Kaboré de déposer le ministère du Commerce. Bon, c'était et certaines directions générales où on disait que c'est des opposants qui étaient là en poste depuis longtemps, il faut l'enlever. On ne comprend pas pourquoi un tel pu rester en poste. N'oublions pas qu'à Abidjan, l'attaché de presse qui était UPC, M. Zabsonré, le grand frère UPC, c'est vrai qu'il a fini sa mission, il est rentré. Donc, ça c'était déjà un problème dans le premier mandat. Mais Roch Marc Christian Kaboré a tenu et ils sont restés jusqu'à la fin du magistère. Donc, je dis bien, la suite, on la connaît. Et donc, certains sont revenus battre campagne, dire nous sommes comptables de ces résultats, de ces échecs et de ces succès. Donc, courageusement, nous allons battre campagne pour lui. Et c'est ce qu'Aruna Kaboré a réussi avec les autres, que ce soit Wali Bara, ZS, du Sénégal, Sango et plusieurs autres cadres qui se sont embarqués dans cette aventure
et puis c'est fini. Ils ont dit qu'ils sont passés à autre chose. Comment est-ce que vous pouvez récompenser cette personne-là? Donc je dis bien, en même temps, le président avait reçu son premier texte lors de son premier mandat. Son deuxième texte, il pourrait renforcer cela. D'abord, c'est son second et dernier mandat. Même s'il y a d'autres sons de cloche qui arrivent, je pense que le président ne franchira pas ce pas-là quand même. Et donc, qui consiste à dire, écoutez, nous avons gagné, c'est vrai. C'est des populations burkinabées qui nous ont élus, qui attendent de nous du résultat, qui attendent des populations qui attendent des réalisations, qui attendent. Permettez-moi que je puisse aller chercher des personnes qui ne sont pas forcément issues de nos rangs pour pouvoir constituer une équipe à même de relever des défis. J'ai tenté avec certains ministres, ça a marché, qui ne sont pas issus de nos rangs. Je pense que c'est un message aussi, c'est un langage de vérité, un discours de vérité que le président doit pouvoir tenir face à ces personnes-là et pouvoir avancer. Maintenant, est-ce que pour avoir dit cela, des gens claqueront la porte de la majorité à telle enseigne que Roch-Marc Christian Kaboré n'aura plus la majorité à l'Assemblée nationale pour continuer? J'ai dit non. Ce n'est pas envisageable. Non. Avec ce qu'on a comme résultat, même s'il y a des gens qui claquent la porte, la majorité ne peut pas perdre une place confortable à l'Assemblée. Ça va être très difficile. Parce que je vois mal les 5 de Bénéwendé claquer la porte, c'est du RPI et bien d'autres. Ça va être très, très difficile. Et je ne pense pas aussi qu'il faut compter sur Vincent Dabilgou pour pouvoir dire non. Dans le contexte actuel au MPP. Même si, je suis d'accord, même si à l'intérieur des partis, des députés peuvent claquer la porte, ce qui est différent du parti. Des députés peuvent claquer la porte, on l'a vu à l'UPC. Des députés ont claqué la porte, mais ça vient rarement quand c'est la majorité. C'est vrai qu'il y a eu dans l'histoire, au Burkina, il y en a eu Wali, qui a été vice-président de l'UPC à la création de l'UPC, avec claqué la porte pour rejoindre l'UPC. Il en a payé cher, son siège a été repris pour c'est suite à ces questions-là que la loi sur le nomadisme politique, d'ailleurs loi mal ficelée parce que ça a été fait à la va-vite, a été acté. Donc, mais maintenant que le parti lui-même prenne sa responsabilité de dire je claque la porte, ça va être d'un point de vue très difficile dans ce quinquennat-là. Et donc, comme Roch-Marc Christian Kaboré aborde son dernier quinquennat, je pense aussi que la situation l'arrange ou lui donne une longueur d'avance pour pouvoir tenir un discours de vérité et avancer. Parce que la prouesse aussi qu'il a réussi, c'est de pouvoir s'affranchir conséquemment du parti. Et là, il a réussi ça, déjà même dès le premier mandat. La preuve à l'arrivée, le MPP lui seul ne peut pas revendiquer la réélection de Roch-Marc Christian Kaboré. Quand on regarde les chiffres et les fiefs détenus par certains barons de la majorité. D'accord. Geoffroy, vous l'avez certainement bien suivi pour Bernard Bougma. Cette réalité donc des urnes conforte la position du président Roch Kaboré en lui donnant suffisamment de latitude pour agir dans le sens de son organisation. Il dit que l'un des défis aussi c'est de renforcer l'intelligence du premier mandat. Sauf que justement nous sommes au second et dernier mandat. Les enjeux ne sont pas pareils que pour un gouvernement qui était le premier mandat électoral après une insurrection au Burkina Faso. Pour ce deuxième mandat, est-ce que véritablement vous pensez que Roch Kaboré a toutes les cartes pour agir comme bon lui semble? Moi je pense que le premier mandat déjà nous a permis de comprendre qu'il a fait un choix, c'est-à-dire celui d'oser la technocratie avec un savant mélange de la redevabilité que vous avez vis-à-vis d'un parti, parce qu'à la fin ce qu'il voulait c'était des résultats. Vous êtes à un premier mandat, il faudrait que vous ayez des résultats pour pouvoir rébeloter. Et donc, vous vous attachez les services d'abord de ceux qui peuvent vous permettre d'avoir ces résultats-là. Et donc, forcément, il y a du technocrate, forcément. C'est-à-dire que vous n'allez pas aller seulement que dans la considération purement politique. Quoique, même dans le purement politique, vous pourrez trouver des profils de technocrates qui pourraient vous aider. Mais le problème, c'est que le fort lien avec le parti qui fait que beaucoup de choses pourraient être décidées autre part peut vous fragiliser. Mais il a fait ce savant mélange-là. Je pense que je ne vais pas revenir sur les propos de Bernard pour ce qui a été de son premier quinquennat. Maintenant, vous le disiez en introduction par rapport à votre question, et pour moi ça c'est très pertinent. On est à un deuxième mandat. Exactement. Les enjeux ne sont plus les mêmes. Il a bien fait, il n'a pas bien fait, il va partir. Et ce qui est peut-être intéressant, c'est que le dauphin, celui qui viendra pour les enjeux de 2025, lui,
aura à pâtir ou à bénéficier des résultats de la façon de gérer de Roch Kaboré ici et maintenant. Maintenant, je pense aussi qu'il y a un autre enjeu, n'oublions pas, c'est celui de pouvoir fortifier une machine de sorte à ce que le pouvoir ne passe pas dans l'autre camp. Parce que ça, il ne faudrait pas qu'on se leurre. Et dans ce type de jeu-là, et dans ce type de réflexion à mener, c'est qu'il ne faut pas faire des choix qui renforcent les autres. Qui tient la machine, en tout cas trouve les moyens de pouvoir se maintenir, de pouvoir rester fort, avoir un second souffle. On peut venir et puis vous claquer la porte à la fin, juste parce qu'on sait que maintenant pointent les consultations électorales, on a eu le temps de se fortifier, on va avec grand bruit et puis vous vous retrouvez sur la même scène parce que à un moment donné vous l'avez rendu fort. Donc il y aura beaucoup de calculs. Ça c'est une réalité, mais je dis, quelle que soit la distance que prendra le président pour pouvoir constituer son équipe, et cela ne va pas se faire sans les pressions légitimes en interne, que ce soit du MPP ou de ceux qui aujourd'hui, comme le NTD, pèsent autrement qu'en 2015. Et ne nous leurrons pas. La politique sous nos cieux, et même un peu partout, c'est comme ça. À ce que je pèse dans la balance qui vous conforte, devrait revenir aussi la considération que vous avez pour moi. Et cela se fait par les postes qui me reviennent. Ça, c'est comme ça. Et ça se négocie presque au forceps. Quelquefois même, vous entendez des bruits de couloir qui vous donnent l'impression de risque d'implosion. Mais ça, c'est des jeux de négociation. Et après, ça s'apaise. C'est ce qu'on pense, mais vraiment pas totalement. Il y a toujours des critiques internes. Bon, comme s'il y a autochtones et halogènes, vous les avez fait venir, c'est nous qui avons mouillé les maillots. Ça fait combien d'années? On a attendu les 5 ans. Maintenant, je pense que pour ces 5 ans, quand même, vous devez penser à nous. Ça fait 10 ans, on a pris les risques pour vous. Ça ne peut pas continuer comme ça. Quand il s'agit de donner maintenant les sièges, il faut faire ceci, il faut faire cela. Ça, c'est des discours en interne. Ça, c'est des choses qu'il va gérer. Mais aujourd'hui, quand vous dites qu'il y aura beaucoup de calculs, c'est-à-dire que la qualité des hommes, les profils recherchés risquent de passer en second plan comparé aux distributions, donc les distributions des dividendes politiques. Je dis il faut trouver un juste milieu des un savant dosage. Un savant dosage. Mais même pas. Je me dis que ici il y a confrontation d'intérêts. Il y a un président qui a envie d'avoir des résultats, donc avec les hommes qu'il faut, et il y a ceux qui estiment avoir mouillé le maillot et qui devraient avoir ceci ou cela. Mais attendez, je ne vous donne pas pour vos beaux yeux, si je sais que ça va me nuire. Mais à un moment donné aussi, le problème c'est que, moi ce qui rend un peu intéressant la situation, c'est que le confort du président Roch, il ne le doit pas seulement à son parti. En 2015, il y avait aussi, n'oublions pas, Roch Kaboré, il y avait Simon, il y avait Salifou Diallo. Et c'était un trio qui, par moments, donnait l'impression de... C'est vrai qu'il y a un qui était président, mais on avait l'impression qu'il y avait comme à l'intérieur même du parti et de ce pouvoir-là, à un moment donné, une petite guéguerre. Je ne dirais pas de leadership, mais je dirais même leadership. Même s'il y a un qui était président, un rapport de force. Il y avait des rapports de force qu'on sentait. Et ça allait jusque dans les questions de positionnement, nomination et tout. C'était comme ça. On dit, constitution du gouvernement, tant, ça c'est lui. Tant, ça c'est lui. Ça, on était dans cette réalité. Il y avait les hommes de chaque force politique. Aujourd'hui, on a un Simon qui a fait le job, c'est vrai, mais qui est moins dans cette dimension-là. En tout cas, de façon apparente. Mais qui forcément aussi aura ses hommes. C'est-à-dire que la guéguerre et la bagarre qu'on avait de positionnement et d'emprise pour ce qui est de la parcelle du pouvoir n'est plus forcément la même. Même s'il y a un qui était et qui est toujours, qui est président, mais chacun réclamait un certain poids.
Aujourd'hui, on n'est plus trop dans ce prisme-là. Donc je pense que ça libère un peu le président Laurent Gbagbo dans ses choix, mais ça le libère encore plus, d'autant plus qu'il y en a tellement qui ont contribué que à la réalité, vous ne pouvez pas contenter tout le monde. Ça libère. Mais lorsque vous avez vous dépendez fortement seulement d'un camp. J'imagine que le MPP se soit retrouvé avec une trentaine seulement de sièges à l'Assemblée nationale, avec des obligations de composition très fortes pour en arriver à une majorité confortable. Ça devient un peu plus difficile parce que pour peu, vous risquez d'être minoritaire, vous risquez de voir votre majorité mise à mal. Donc c'est un peu plus difficile. Alors que là, avec 56, l'écart n'est pas si fort. Il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Et puis ceux qui sont là avec lui le sont depuis 2015. Donc ils ont, comme on prend le cas du NTD, sans avoir été si forts, ils ont eu un poste ils ont eu un poste de ministre, ils ont eu un ministère, beaucoup d'autres choses. Allons chercher dans les institutions, vous verrez comment les uns et les autres ont été positionnés. Même si on prend le cas de PDC, Sarah Sélémé, sans avoir eu des députés, elle était là où elle est. Donc peut-être que maintenant avec 3 députés, elle va négocier plus. Bon, je ne vois pas trop peut-être les choses comme ça, mais c'est clair que dans le jeu de positionnement, il y aura forcément ces frictions là, il y aura ceux qui demanderont plus. Ça c'est normal. Maintenant il y a celui qui est élu, qui sait qu'il a obligation de résultat, et puis ils seront jugés tous ensemble. C'est-à-dire que tous ceux que vous voyez à la PMP là, ils seront tous jugés ensemble, parce que tout le monde aussi a peur. Et ça, c'est une réalité pour tous ceux qui viennent au pouvoir après avoir créé des dissensions au sein d'un parti et dans notre sortie, comme ils ont quitté le CDP, et avoir participé notamment à l'insurrection et au départ de Blaise Compaoré. La crainte que vous avez, c'est que vous partiez et que l'autre vienne. Donc d'une façon ou d'une autre, le même cauchemar, vous le faites ensemble. C'est-à-dire que chaque fois que vous allez rêver que c'est eux qui reviennent, vous allez vous réveiller. Donc ça, au moins, c'est votre dénominateur commun. On va faire ce qu'on peut, mais il ne faudrait pas qu'on donne dans nos résultats, on donne dans le travail qu'on fera, la matière au Burkinabé de faire un autre choix. Ça au moins, c'est ce rêve commun-là qu'ils vont mener ensemble. Et ça va avec les hommes qu'on choisit pour pouvoir avoir de bons résultats, les hommes qu'on choisit pour avoir au moins un genre de cohésion dans une proportion qu'on donne à voir. Pour moi, ça sera pas un exercice plus compliqué qu'en 2015. En 2015, je pense que c'était un peu plus complexe. Là, on a un président qui est très bien assis et qui a ses cartes entre les mains et qui pourra décider un peu plus aisément. Il y a tout de même une question ouverte qui reste, même si vous dites que l'exercice n'est pas plus compliqué celui de... Mais il y a un aspect que j'avais moi oublié. C'est vrai qu'on parle de son parti et ceux qui l'ont soutenu, mais il y a l'enjeu de ce qu'il a présenté, être le président conciliateur, ouvert, celui du dialogue, et voilà, celui qui veut travailler avec tout le monde. C'est d'ailleurs ma question à Bernard Bougouma, avec qui composer, parce que on a d'ailleurs vu pratiquement l'ensemble des candidats perdant cette élection montrer leur disponibilité, leur volonté à travailler. Si le président le ferait appel, sauf Idi Kombogog, pour l'instant, le parti d'Idi Kombogog qui ne s'est pas prononcé. On a vu ce message fuité du SGN de l'UPC. On a vu des candidats clairement dire que si le président les faisait appel, ils n'allaient pas cracher, ils allaient en tout cas apporter leur contribution. Avec qui composer véritablement? Est-ce que c'est une donne que le président doit pouvoir en tenir compte? Possible, parce que c'est son choix et ça dépend aussi de quelle orientation il veut prendre. En 2015, le regretté Salifou Diallo disait qu'ils vont faire un gouvernement d'ouverture. Dès qu'il a dit ça, certains officiers d'autres partis ont commencé à dire non, nous, c'est ça, nous. Débrouillez-vous, vous avez gagné, il faut gérer, à la fin, on va apprécier. Donc, parmi lesquels l'UPC, la suite aussi, on la connaît. Et donc, maintenant, dans cette campagne, il y a eu des volontés d'ouverture, de paroles de réconciliation qui ont été prononcées, de ceci ou cela. Alors, il y a des partis aussi qui sont prêts, qui vous disent, si nous ne gagnons pas, s'il y a une main tendue, nous allons saisir. Et donc, le message du SGN de l'UPC qui a fuité, c'est parler entre un cadre du parti. Dans un groupe fermé. Dans un groupe fermé. Qui se retrouve sur les réseaux sociaux. Qui se retrouve sur les réseaux sociaux, laisse percevoir que s'il y a eu une main tendue, effectivement,
Voilà, parce que dire que l'UPC ne va vraiment pas jouer le second rôle dans une opposition, ça veut dire, préparez vos bagages, on va changer de destination, c'est ce que ça veut dire. Et on dit aux gens d'intégrer cela dans l'analyse, dans le regard, ça veut dire préparez-vous, on va partir. Il faut plutôt cogner le camp en face. Voilà, donc maintenant, comment est-ce que ça va se faire? Est-ce que c'est eux qui vont prendre l'initiative d'aller négocier leur entrée dans le gouvernement, ou bien ils attendent qu'il y ait un minimum d'ouverture? Dès que la porte est ouverte légèrement, on s'engouffre parce qu'on est prêt. On répond présent. On répond présent. Donc là maintenant ça va dépendre de comment est-ce que les choses vont s'opérer. Donc il y en a qui sont déjà prêts, qui attendent un claquement de doigts pour rejoindre. Ils disent au nom de la réconciliation et tout et tout. La réalité aussi c'est que l'opposition, 5 ans d'opposition, 10 ans d'opposition, ce n'est pas évident sous le tropique, où les cadres ne vivent que de leur activité principale et qui gagnent quoi d'ailleurs? Pour entretenir quelle base? Les 5 ans à venir, vous perdez vos cadres, vous perdez vos militants. Donc il y a cette réalité qui est là. Comment faire vivre un parti en s'acoquinant aussi avec un parti qui est au pouvoir sans perdre aussi la face auprès de l'électorat? C'est ce calcul-là que certains ont fait en 2015. D'autres ont gagné, d'autres n'ont pas gagné. Il y en a qui ne sont pas allés à la majorité, mais qui ont disparu à l'Assemblée. La NAFA n'était pas dans la majorité. Mais la NAFA n'est plus là. Parce que c'est vrai qu'à Blasé Ouedraogo, c'est un cas différent, mais il avait au moins un député, il ne siège plus. Mais donc, ce que vous dites est juste, mais en même temps, en Afrique, il y a quand même des opposants historiques. Si on prend le cas de Alpha Condé, on ne sait même pas combien d'élections il a perdu avant de remporter. Mais Président, la période des opposants historiques, c'était la période où vous avez des périodes de partis uniques, vous avez aussi des pères fondateurs qui sont là depuis des lustres et qui tiennent. Là, il y a quelqu'un qui s'oppose éternellement à quelqu'un qui était ou qui est au pouvoir aussi, Arvitna Metnanam. En Côte d'Ivoire, vous avez Oufoué face à Gbagbo. En Guinée, vous avez Condé face à Alassane Conté. Donc, et dans d'autres pays, le Togo, vous avez Gilles Christ Olympio face à Fort-Père. À Fort-Père, Yacine Père, et ensuite Yacine Fils. Bon, c'est vrai qu'après, il a rejoint. Mais maintenant, cette affaire d'opposants historiques est en train de partir parce que les mandats sont limités. Donc 10 ans, pour ceux qui ont pu faire 2 mandats, c'est fini, ils passent à autre chose. Il n'y a plus d'historicité dans l'opposition. Il n'y en a plus. Donc, vous pouvez être le principal opposant pour les 5 ans, les 10 ans, parce que vous avez tenu à la culotte aux élections, premier mandat et deuxième mandat, comme en Guinée, celui d'Alain Diallo, Alpha Condé, mais c'est opposant principal, mais pas forcément historique. Parce que bon, il n'y a même pas d'histoire à dire, même dans votre opposition, parce que 5 ans après, vous passez à autre chose. Donc, au Ghana, on n'en a plus, puisque c'est des mandats, c'est court. Donc, au niveau du Burkina, opposant historique, qui va s'opposer devant l'histoire à qui? Il n'y en a plus, il n'y a plus d'histoire de 20 ans, de 27 ans, à qui quelqu'un dit qu'il n'est pas d'accord pendant tout ce temps-là, jusqu'à ce que certains finissent par perdre, par être fatigués, et lui tient. Ça, c'est fini au Burkina, il n'y en a plus. D'accord. Pour revenir au cas UPC. Est-ce que le pouvoir, la PMP a vraiment besoin de l'UPC à ce jour? Est-ce que l'UPC est dans une position où justement elle peut négocier une entrée au gouvernement? Non, dans une logique de gouvernance, en principe, on a besoin de tout le monde. Parce qu'on a besoin de compétences, on a besoin de dynamisme. Donc en principe, on doit avoir besoin de tout le monde. Parce que après les élections, vous avez affaire à des Burkinabés. C'est vrai que les couleurs des partis sont différentes, mais vous avez affaire effectivement à des Burkinabés. Donc, ça dit que est-ce que la PMP a besoin de l'UPC? C'est comme si vous me dites, est-ce que Roch Marc Christian Kaboré a besoin de tous les partis de la PMP aussi? Est-ce qu'il ne choisira pas d'ailleurs de composer avec ceux qui ont pu avoir des députés à l'Assemblée? Ils peuvent dire, bon, vous n'avez qu'un député, c'est difficile de vous récompenser. Il y en a qui ont 5, il y en a qui ont 3, d'autres même ont jusqu'à 13. Donc, maintenant ici, c'est qu'est-ce qu'on veut faire ensemble. Je pense que la question principale, c'est ça. S'il y a une main tendue de Roch Marc Christian Kaboré vers l'UPC, c'est pourquoi exactement? Si l'UPC s'attend à ce que elle soit associée à la gestion du pouvoir, c'est pourquoi exactement? C'est pour caser des cadres, trop plein de cadres désœuvrés, pour qu'ils puissent avoir un peu de ressources après la question électorale,
ou bien c'est pour des projets d'envergure pour le Burkina. Donc, c'est quoi on veut imprimer. Mais on parle de l'UPC, mais il y a aussi la possibilité du CDP. Parce qu'il est dit clairement que le président doit consulter son opposition sur les questions majeures qui touchent la nation. Ça, c'est clairement libellé. C'est pourquoi on a déploré que, de façon tardive, la question sécuritaire n'ait pas été mise sur la table à un moment donné entre Roch Marc Christian Kaboré et son opposition. Après ces élections, alors est-ce que, dans une logique d'aller vers la détente, pour détendre, parce qu'on ne va pas passer le temps aussi à se lancer des invectives et à se boxer partout, est-ce que dans une logique d'ouverture, on pourrait s'attendre à ce que Roch Marc Christian Kaboré tende la main à toute l'opposition pour dire on a besoin de mettre en place un gouvernement d'ouverture pour pouvoir aller de l'avant dans la logique de commencer le schéma pour les questions de réconciliation nationale, contribuer à vider certains dossiers puis avancer. Et que répondra le CDP? Oui ou non? C'est possible. Parce que la vérité aussi, c'est des gens qui se parlent, qui sont longtemps ensemble. Vous prenez les cadres qui soutiennent Idi, surtout l'ancienne génération des Mélégués, des Boyessan, Luc Adolphe Tiao, vous les prenez, ce sont les mêmes boys scouts avec Roch Marc Christian Kaboré, Paul Kabatiba, Luc Adolphe Tiao, des anciens Lassaliens ensemble, qui se parlent aussi, oui. Donc ils ont d'autres cadres pour pouvoir se parler, pour pouvoir se retrouver. Leur seule division, c'est sur les questions politiques, sur les questions de famille, dans les entreprises et dans les mouvements associatifs qui militent ensemble là-bas. Donc le rapprochement n'est pas de mon point de vue compliqué. Maintenant, c'est ensemble qu'est-ce qu'on veut. Parce que les questions du gouvernement d'union nationale, l'une des limites dans ce genre de gouvernement, c'est que vous donnez un ministère à un parti qui vous nomme des incompétents, qui ne peut pas avoir de résultats, vous ne pouvez rien dire. Parce que quand vous touchez un petit là-bas, c'est le boss que vous avez touché. Et puis il menace des partis. Donc, à un moment donné, le ministère devient l'apanage, la chose d'un parti politique, qui nomme qui le veut, pour ne pas atteindre un résultat, parce que, bon, écoute, c'est notre ministère, hein, on gère comme on veut. On se souvient du cas Para. Oui. Donc, c'est difficile dans ces conditions d'avoir du résultat et d'exiger du résultat à un moment donné pour le pays. Mais c'est mieux également dans un laps de temps, parce qu'en ce moment, la mission est claire. La durée est claire, mais c'est pour un résultat clairement identifié à atteindre. Si vous ne faites pas ça, et vous dites non, comme au nom de la réconciliation, il faut prendre tout le monde, vous allez avoir des ministères où c'est parfois le président qui fait la pluie et le beau temps, comme le ministère de la Culture, où on a vu M. Bado valider ou invalider tel ou tel ministre. La réalité aussi, elle est là implacable. À un moment donné, au niveau du ministère du Transport, on l'a vu quand Gilbert Noël Le Drog était ministre du Transport. Au niveau de l'enseignement, il y a un des ministres délégués qui était de l'ADF, c'est M. Tamboura, qui a rejoint le FPP, mais qui était ministre de l'Éducation. On avait vu également en son temps Zakaria Tiamtoré à l'Éducation, on l'avait vu. Donc, à un moment donné, ça devient l'apanage, je dis bien, d'un parti. C'est pourquoi, pour le faire, il y a une feuille de route claire à établir, une durée de vie à donner, des missions à atteindre. Si aussi, il faut des profils à dessiner. Voilà, des profils à dessiner. Si aussi vous l'ouvrez comme ça va être aussi la porte ouverte à toutes les gabégies, à toutes sortes de malversations. Et le développement, à ce moment, lui, prend un coup. Et même sur le plan social, on s'accommode, mais ce n'est pas de la réconciliation. En fait, les gens se sont associés pour se partager des prébendes. Donc, il faut aller au-delà de cela. Geoffroy, c'est vrai que sur la question, il y a bien de personnes qui l'analysent sous un prisme d'intérêt national, qui se disent il faut considérer justement tous les fils et filles du pays, tout le monde peut travailler avec le président, mais en même temps, il y a la donne politique, ce sont des acteurs politiques, avec des intérêts, même si certains, à un certain moment, peuvent être des intérêts à une certaine époque. Est-ce que le président Roch Kaboré a besoin aujourd'hui de l'UPC pour composer donc sa majorité ou pour participer à la mise en œuvre de sa politique? Non, soyons clairs, le président Kaboré a besoin de tout le monde. Maintenant, avoir besoin de tout le monde, c'est pour faire quoi? Et puis, c'est pourquoi? Si avoir besoin de vous et penser que vous pouvez apporter, c'est forcément avoir un poste, ça devient autre chose. Là, le débat, il est ailleurs. Ça, c'est une question de stratégie politique et c'est une question de positionnement. Maintenant, si c'est parce qu'on estime qu'on a quelque chose à apporter, même à l'opposition et en restant à l'opposition, on contribue. Et
d'une façon ou d'une autre, vous apportez à celui qui est au pouvoir. Donc la question de besoin, quand quelqu'un est élu, il a besoin de tout le monde. Et même la contradiction participe à avoir de bons résultats. Donc, ce n'est pas se dire qu'à un moment donné, on se met à, on se met en marge de la vie de la nation en restant dans une inaction. Non. Quel que soit là où on est, on peut apporter quelque chose. Maintenant, quand on veut participer maintenant à la chose du pouvoir, alors qu'on l'a perdu, c'est parce que les élections, c'est ça. C'est un pouvoir qu'on donne à quelqu'un qui a pu ratisser le plus parmi les personnes qui sont venues voter. Donc si vous voulez un peu de ce pouvoir, ça se négocie maintenant. Donc on a vu, comme le disait Bernard tout à l'heure, des éléments qui ont fuité parce que vous parlez de l'UPC. Rappelez-vous qu'en 2015, on n'était pas du tout dans cette posture-là. C'était différent. C'était comme si, ok, ils ont pu se faire élire, on va les regarder, c'est sûr que ça ne va pas marcher. Nous, on ne va pas aller se mouiller dedans et puis on va perdre les plumes avec eux. C'était un peu ça. Mais ça, c'était la posture des Zéphirin Diablé, c'était pas tous les militants qui partageaient. Oui, mais j'ai dit, mais maintenant le temps a fait que les choses sont devenues différentes. Je ne vais pas revenir sur mon argumentaire, dire avec deux choix qui sont différents, aux conséquences différentes. Une UPS qui a été traitée de tous les noms, mais qui se maintient. L'UPC, avec Zéphirin Diablé, qui a choisi un autre positionnement, mais qui a perdu beaucoup. Maintenant, aujourd'hui, même si l'UPC tente de négocier, ou vient négocier, ça ne sera même plus dans le même contexte. C'est-à-dire, à un moment donné où vous avez besoin de vous aviez 33 députés, et à un autre moment où vous avez que 12 députés, et que l'autre est dans un confort de majorité, les choses ne se discutent pas de la même façon. Maintenant, il y a aussi la réalité que le président Roch Kaboré, pendant la campagne, a donné le visage de celui qui est très large, qui veut travailler avec tout le monde. Qui est rassembleur. Et ça, étant donné qu'il a un deuxième mandat, s'il peut se faire l'économie d'un certain nombre de dissensions, il va le faire. Mais au prix de quoi? C'est jusqu'à quel point il serait prêt à concéder un certain nombre d'éléments, parce que tout ce qu'il concède, c'est source de frustration aussi pour ceux avec lesquels il a travaillé et qui attendent d'avoir un genre de reconnaissance. Même si, comme disait Antoine Foreimer, c'est que la reconnaissance est la maladie des chiens non transmissible aux hommes. Mais quoique, je veux dire quoi? À un moment donné, les autres aussi attendront ça, le retour de la sueur. Et tout poste que vous donnez à l'autre est un peu un genre de manque à gagner que vous me retirez. C'est peut-être cette équation-là. Mais je dis, quand on a un deuxième mandat, et on est dans un pays qui a traversé un certain nombre d'éléments, où il y a encore des fils qui sont dehors, il y a un certain nombre d'éléments, vous êtes obligé d'arrondir les angles parce qu'il y a des enjeux qui sont tout autres. Vous voulez partir en rassembleur. Vous voulez aller en laissant un pays uni avec tous ses fils qui se parlent. C'est ce que vous voulez. Sinon, regardez, Alassane a fait le dur, mais dès que ça a commencé, il a commencé à voir comment est-ce qu'il va faire revenir Gbagbo Laurent. Parce qu'il sait que ça va peser dans son bilan après. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que quand on a commencé à parler campagne, dès qu'on dit réconciliation nationale, moi j'étais content. Moi j'ai vu à la salle des fêtes, c'était au Ouaga 2000, avec ce qu'avait initié le CGD, avec les candidats et tout, sur la question de la réconciliation nationale. Il y a Do Pascal, après que les autres candidats soient passés, il dit mais arrêtons. On parle de réconciliation, vous tournez. C'est Blaise Compaoré et les autres, disons les choses par leur nom. Mais pendant la campagne, ça a été nommé. Et tout le monde a dit non, voilà ce qu'on va faire, voilà ce qu'on va faire. Et même quand le président a dit qu'il serait prêt à faire revenir l'ancien président, les gens lui ont rappelé que, attention, ne dites pas ça de façon démagogique, parce qu'il y a une autre partie que vous avez toujours dit, il va répondre de ses actes devant la justice, mais après il a dit oui, ça ne se fera pas sans ça et tout et tout. On sent que c'est un point important. Donc pour un deuxième mandat, pour moi c'est des éléments aussi qui vont peser dans la balance après. Parce que la question de la réconciliation nationale devient très importante. Vous êtes venu à un moment donné où vous étiez peut-être en rupture de banc, il y a eu des clivages, vous avez déjà fait 5 ans, vous avez apporté ce que vous pouviez pour les questions économiques, il y a la question de sécurité qui reste là, c'est vrai, mais même l'insécurité que nous vivons aussi tire son poids de nos clivages et de nos distances. Donc tout ça
pourrait participer à apaiser les choses, avoir des fils plus unis et tout. Mais je dis encore une fois, comment? Et même quand vous prenez le cas de l'UPC, vous regardez, je me dis, moi, même si je décide de ne pas discuter directement avec vous, je sens qu'il y a plein de vos gars qui sont en train de toquer à ma porte parce qu'ils n'arrivent plus à continuer à l'opposition. Je peux les avoir sans discuter même avec vous. Ça aussi c'est un enjeu. Sûrement le débat va se poursuivre sur justement la donne électorale à analyser avant donc la formation d'un gouvernement. Merci déjà d'avoir donné votre lecture. Merci à Ben Abouma, Geoffroy Vaha. Et merci à l'équipe de réalisation de cette émission, le tribunal de l'actualité. On vous retrouve encore demain pour d'autres sujets à analyser. Que la paix nous fasse la guerre et que la guerre nous fasse la paix. Au revoir.